Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce plateau spécial qui va aborder la question liée à la commémoration de 13 ans de disparition de Laurent Désiré Kabila, l'ancien chef de l'État qui a été assassiné ici à Kinshasa. Nous allons également parler de Patrice Emery Lumumba, 53 ans après son assassinat au Katanga. Que reste-t-il encore de son combat? Voilà, ces deux sujets font le menu de cette émission spéciale qui reçoit pour vous à ma gauche immédiatement le professeur Mathieu Kalele, que vous connaissez bien, acteur politique, mais également président d'une formation politique. Professeur, bonsoir. Bonsoir Charlie. À côté du professeur Kalele, nous avons à ma droite le professeur Barnabé Milala, analyse politique également. Professeur, bonsoir. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs. Prof Kalele, on commence avec vous, mais également avec monsieur Laurent Désiré Kabila, qui est mort il y a cela 13 ans. Prof, aujourd'hui, beaucoup de gens, au-delà du rite que nous avons toujours observé chaque 16 janvier, Musée Laurent Désiré Kabila, s'il faut se représenter cette personnalité, qu'est-ce qu'il faut dire de lui? Non, vous permettrez que j'aborde les deux sujets ensemble. Allez-y. Je trouve un parallélisme frappant entre les deux personnalités. Parallélisme au niveau de l'identité de l'objectif, au niveau des bourreaux, au niveau des complices internes et externes, au niveau de la lutte contre eux, au niveau de l'assassinat et au niveau de l'après chacun d'entre eux. C'est assez curieux, encore beaucoup plus curieux, le fait que l'un et l'autre soient assassinés au mois de janvier, à des mêmes dates, la première quinzaine du mois de janvier. Si on y ajoute l'assassinat de Mamadou Ndala, c'est encore en janvier. Je ne crois pas que ce soit tout à fait un hasard fortuit. Laurent Désiré Kabila, on peut comprendre quelque peu parce que il était de la jeunesse lumumbiste. Aloubakar, c'était avec Sendwe, c'était voisin de Lumumba. Ils avaient les mêmes idées. Mais lorsque vous prenez l'objectif, il est clairement exprimé dans la dernière lettre de Lumumba à Pauline, sa femme, où il dit, je cite de mémoire, ce que nous voulions pour notre pays, son droit à l'indépendance, à une dignité, à une vie d'honneur, etc. Les colonialistes belges ne l'ont jamais voulu. Ils ont trouvé des complicités directes et indirectes au niveau des hauts fonctionnaires de l'ONU. Ils ont corrompu certains de nos frères. Ils ont falsifié la vérité. Cette idée, vous l'avez également chez Kabila, chez Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. Je veux dire quoi? Les deux se battent pour l'indépendance, pour le bonheur, pour la liberté du Congo. Ils sont combattus acharnement à cause de cela par les anciens colonisateurs belges pour Lumumba, par l'Occident à travers les colonialistes rwandais pour Kabila, et
le schéma exactement le même. Très bien. Le temps que je donne un peu la parole au professeur Milala. C'est terminé. Oui, oui, prof Milala, comment vous représentez ces deux personnages en allant du parallélisme que le prof Kalele vient d'établir? Ok, d'abord je vous remercie pour l'invitation que vous m'adressez, vous nous adressez. Je veux parler de choses qui sont contemporaines Oui. à mon âge. J'ai vécu plutôt l'enquête parlementaire belge sur la mort de Lumumba. Oui. Vous savez que la conclusion c'était que la Belgique a la responsabilité morale de cet assassinat. On a vu comment on s'est mêlé la CIA et donc les États-Unis, justement des responsabilités morales, la Belgique. Et Colette Brackman en a appelé à une responsabilité pénale. Je crois que ce dossier doit continuer. Du moins dans les chefs de la famille. Ils ont perdu une personnalité importante. Et Colette Brackman a même dit que c'était l'élément déclencheur du désordre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était un Premier ministre légitime. Et depuis lors, la question de la légitimité se pose jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne Mouzé, non, moi j'étais très frappé par sa cohérence. C'était un homme très cohérent. Quand il parlait, souvent, il ne faisait pas des discours avec des papiers. On se rendait compte, en tout cas je l'ai regardé, c'est quelqu'un qui s'est préparé longtemps, très longtemps. Et il y allait méthodiquement. C'était un marxiste, c'est clair, on savait voir. Moi je lis un peu Marx, je voyais comment il était cohérent du point de vue et de la pensée et de la pratique. J'ai vécu comment on a alimenté Kinshasa rapidement en denrées alimentaires avec les services nationaux. On était presque débordés. Il y a eu des poulets qui tombaient ici, des légumes. Il y a eu même, etc., etc. En peu de temps, je me disais, en une saison ici à Kinshasa, disons 6 mois, nous pouvions, c'était un peu difficile, mais on pouvait manger. On pouvait voir les perspectives. Donc je dois dire que quasiment la même chose, c'est que les gens intelligents qui gèrent le pays, me semble-t-il, sont les ennemis de ce qu'on appelle dans la rhétorique marxiste, ils gênaient les impérialistes. L'impérium continue. Vous voyez, on ne se le cache pas, l'Amérique veut envoyer des envoyés spéciaux partout. Là où il y a un problème, ils interviennent, ils donnent des instructions, comme chez nous ici, l'envoyé spécial, etc. Donc, très brièvement, l'idée fondamentale, c'est que c'était des gens intelligents, patriotes qui aimaient leur pays. Et ils étaient contre des collabos. On a formé des collabos, des gens congolais, mais qui avaient l'âme étrangère. C'est ce qu'on vit quasiment après lui, c'est que c'est tout l'inverse de ce que Mouzé a fait. On nous a enlevé la fierté. Je voyais la fierté dans la vie des Congolais. Même si nous n'avions pas beaucoup de choses, mais on voyait des perspectives et l'espoir. Depuis lors, on nous a enlevé l'espoir. On nous a enlevé la fierté. Ça compte énormément, c'est symbolique. On n'a pas ça. Nous nous sommes embourbés. Ce n'est pas cohérent. On ne sait pas où on va. Qui sait où nous allons? Personne. Mais Mouzé était capable de tracer les lignes avec des idées trop courtes. Et vous tous, vous vous alignez parce qu'il n'y a pas d'action, unité d'action sans une pensée cohérente. Et il nous mettait ensemble pour voir plus loin. Et je crois que s'il était toujours là et si les institutions internationales ne lui avaient pas posé beaucoup de problèmes, notamment les fameux massacres de l'Est, on lui a collé ça et je crois que ça a bousillé beaucoup de choses. Il refusait même que la MONUC vienne ici. Parce que c'est après Lusaka que MONUC va venir. Il n'en voulait pas. Mais où en sommes-nous avec la MONUC, la MONUSCO? Je crois que personne ne sait quand ils vont partir. Difficile. Alors, prof Kalele, vous aviez commencé à parler de ce parallélisme qui étonne un peu. Les deux sont tués presque à la même date, dans des mêmes presque circonstances, mais aussi avec la complicité des Congolais. Est-ce que cette tendance à la trahison de la nation a cessé depuis le retour à la légitimité, comme on dit aujourd'hui? Non, absolument. C'est pour cela que je voulais faire une analyse comparative, oui, de bout en bout.
lorsque les ennemis extérieurs commencent leur lutte vis-à-vis de Lumumba comme vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila, le premier acte dans le processus, c'est la corruption. Comment les récupérer? C'est l'Union minière du Haut-Katanga qui tente de corrompre Lumumba pour qu'il abandonne la lutte et s'arrange du côté des PNP. C'est les amis du Congo à Bruxelles qui tentent de corrompre Laurent Désiré Kabila. L'un et l'autre refusent. Après le refus, pour Lumumba, on s'emploie à lui rendre le pays ingouvernable. La sécession du Sud Kasaï, la sécession du Sud Katanga, les guerres interethniques à travers tout le pays. Pour Laurent Désiré Kabila, on lui fait aussi la même chose. RCD, RCDN, MLC, etc., etc. On leur fait la guerre. Les Congolais arrivent, sont recrutés, c'est les Munkamba, les Kazadio Akabwe, les Tchombe, etc. La campagne contre Lumumba en tant que communiste. Exactement la même chose avec Mouzé. Les Congolais sont impliqués là-dedans, moyennant argent, y compris dans son entourage immédiat, y compris avec ses propres parents de province comme de famille. Tout le monde est acheté. Ce que tout le monde a dit, on en a acheté d'autres. Et c'est la liquidation. La liquidation physique. Après la liquidation physique, c'est la débandade de ceux des collaborateurs. Le MLC, le Lumumba, a pratiquement disparu. Pratiquement disparu. Les gens qui se réclamaient de Lumumba, on les connaît. Ils sont passés de l'autre côté. Les Gizenga, les Mende, les autres. Ça a disparu. Vous prenez Mouzé, les kabylistes, les jeunes gens qui étaient là-bas, kabylistes convaincants et convaincus. Aujourd'hui, ils ont traversé la ligne. A commencé déjà par les Hérodien. Qui pouvait penser que Hérodien serait jeune kabyliste maintenant, ou du côté du jeune Kabila ici. On entend les Genda, les autres, etc. Nous n'avons pas eu la chance de voir l'idéologie de Lumumba comme de Laurent Désiré Kabila continuer par ceux qui ont collaboré avec eux. Lumumba, oui, avec Moulele, mais il sera aussi liquidé pratiquement de la même manière. Mais si vous prenez ce qui s'est fait contre l'un et l'autre, c'est exactement ce que nous vivons en Centrafrique. Les troubles là-bas, musulmans contre catholiques, ça a été fomenté de toutes pièces. Oui. Comme également la guerre Balou-Balouloua, pour rendre la tâche difficile à Lumumba. Au même moment où on chassait les Kassaïens en bloc du Katanga, au même moment, ils s'entrebouffaient à Lullabourg. Ça a été comme ça partout. Je crois que si nous devons tirer des leçons, il faut savoir en premier lieu que ce sont les mêmes acteurs ou le même type d'acteurs qui utilisent le même méthode
et qui recourt toujours à des complices locaux. Complices Toujours. locaux, c'est ça le problème. Et qui liquident le mouvement pour l'avenir. Difficile. Alors, Prof Milala, les complices locaux, aujourd'hui, quand on voit Lumumba, 53 ans après son assassinat, M. Laurent Désiré Kabila, c'est 13 ans après, mais qu'est-ce qui explique cette tendance des Congolais à vouloir collaborer avec ceux qui mettent ou qui travaillent pour que le pays n'avance pas? Mais je crois que la théorie, pour revenir à Mouzé qui était très courant, il était marxiste. Et un marxiste, il sait, la première chose, c'est la lutte. La lutte, c'est le premier principe. Et il le disait, la paix se gagne. La paix se gagne parce qu'il faut s'organiser. Et s'organiser, il faut lutter. Lutter, c'est une armée nationale. On ne fait jamais une défense avec l'extérieur. La défense est toujours nationale. La défense est nationale. On ne peut pas prendre les gens dans la MONUSCO pour faire la défense nationale. Et ça, c'est l'élément fondamental. Il faut organiser la lutte, organiser la défense. Lorsque vous avez organisé la défense, les autres choses se greffent après. C'est comme ça. Or, vous savez ce que Mouzé a fait. Il voulait une armée de 600 000 hommes, si je me rappelle. Et vous voyez comment il s'habillait. Il était pragmatiste. Il payait à chacun au moins $100. Et on a vu comment ils étaient. C'était une grande fierté pour les Congos. Et ça, c'est le principe. C'est ce qu'on nous empêche de faire. C'est nous organiser, c'est-à-dire être capable de nous défendre. Je veux revenir sur la question, mais je veux vous donner les effets d'une organisation militaire. Vous savez, les Européens en général, les Occidentaux, ils aiment beaucoup le tourisme. Il y a des études qui ont été faites. Si nous sommes en sécurité et que les gens peuvent venir chez nous pendant les vacances et rentrer, on peut avoir un budget de 350 milliards de dollars. Des calculs, 350 milliards. Si nous sommes en sécurité, c'est que nous pouvons avoir. Bon, partir et mieux. Alors, les collabos, mais la théorie marxiste les dit carrément. En fait, on a pris possession de l'appareil de l'État pour servir les intérêts étrangers. L'appareil de l'État, c'est l'armée, c'est la police, c'est l'administration. Tant que ces trois éléments ne marchent pas, c'est tout. On ne peut rien faire. Regardez ce qu'est devenu notre administration. Mais c'est aucune compétence, quasiment aucune rationalité. C'est en fait quand vous êtes dans un cabinet de n'importe quel ministre, mais il ne s'occupe pas de la fonction publique du secrétaire général. Il fait son propre petit cabinet qui décide de tout à ce niveau-là. Et donc, la fonction publique est devenue une chose pour rire. Tant que le peuple ne sera pas en possession de cet instrument de rationalisation de l'action collective, qui est la fonction... Allez à l'intérieur, si la fonction publique existe. Allez dans les territoires. Allez dans les collectivités. Mais tant qu'on n'a pas... Même ici, dans les communes, c'est difficile. Mais la justice, allez encore dans l'administration de la justice. Quand je vais à Lemba, mais les gens, mais ce sont des urinoirs. Ici au parquet, ici, des urinoirs derrière et tout ça. Bref, ils ont compris qu'il faut neutraliser l'appareil de l'État. Et on les maîtrise, on les fait par qui? Ces collabos-là, qui obtiennent tout de l'extérieur. La vision est externe. Aujourd'hui, je vais vous dire, nous faisons la sécurité intérieure de puissance. C'est pourquoi on a des choses comme la MONUSCO et des agences. C'est ce qu'on appelle l'agencification. Dans tous les cabinets, on a des agences occidentales pour étudier ce que la fonction publique aurait dû faire. Mais pourquoi vous ne donnez pas cet âge à la fonction publique? Vous avez des agences pour tout. Agence des Nations Unies pour ceci, agence pour ceci, agence où nous avons, etc., etc., etc. Mais nous avons quand même un corps de métier qui est destiné à cela. On a neutralisé ça, mais on le fait à travers le collabo. Les collaborateurs, les collabos, pas des collaborateurs, mais nous avons également dans la rhétorique marxiste ce qu'on appelle la bourgeoisie compradeur. Bourgeoisie compradeur, mais regardez les affaires, même les petites affaires. Allez au grand marché. Qui domine les affaires au grand marché? Ce sont les Ouest-Africains. Ce sont eux qui dominent la vente de jeans ici. Même le petit commerce est dominé par l'extérieur. Le grand commerce, n'en parlons pas. C'est Mata Forest, c'est Dangue Claire,
Tout est fait par... Prenez les banques. Mais est-ce qu'il y a une banque congolaise? Quand vous voyez là, la plupart des banques, les actions majoritaires sont étrangères. Roban, BCDC, etc. Tout ça, c'est étranger. Mais tant que vous avez une bourgeoisie comprable, c'est-à-dire entre les mains des étrangers, mais ce sont eux qui financent la politique. Qui va faire la campagne électorale après? Qui vont donner l'argent? Mais ce sont eux qui donnent pour que le climat soit stable, pour qu'ils continuent à en profiter. Prenez les Thomson. C'est depuis longtemps que Damso et les autres ont les monopoles des Thomson qu'ils achètent en Namibie et ailleurs. Et les Congolais, semble-t-il, quand ils vont acheter, on leur dit non, c'est un monopole, on n'y touche pas. Bref, c'est ça les collabos, pas seulement politiques, mais dans les affaires. Quand un Congolais meurt, par exemple, on a vécu la mort de Igo Tanzanie. Mais ça, c'est très grave, parce que c'est un Congolais, une bourgeoisie nationale, qui s'élève d'elle-même. Prenez que les alimentations ici, Pelousta. Nous félicitons la famille Ndombassi parce que nous n'avons pas une bourgeoisie locale. C'est-à-dire des gens qui se sont aguerris dans les affaires par eux-mêmes. Mais ils ne sont pas là. Ça fait à peine la famille Bemba est encore dans les affaires, avec FNEMA. Nous avons Pelousta, mais ils ne sont pas nombreux. La grande bourgeoisie congolaise n'est pas là. Mais alors, nous aussi, on utilise parfois mal ce que nous avons comme argent. Prof, lorsqu'on voit par exemple Lumumba, on prend ses discours, celui que nous diffusons chaque fois quand nous voulons faire passer notre journal, le peuple aujourd'hui n'a pas besoin de bulletins de vote. Nous devons construire ces pays. Nous devons donner à manger à la population. Nous devons. Et Lumumba insistait déjà depuis ces années-là. Est-ce que quand vous regardez la manière dont notre pays est géré, que ce soit au niveau des institutions comme de la population, pensez-vous que cette leçon a été assimilée? Non, pas du tout. Je crois que cette année, ou à partir de cette année, il faut publier non seulement le discours du 30 juin, mais aussi et surtout la dernière lettre. Oui. Elle est même beaucoup plus instructive sur la détermination de Lumumba dans le combat que le discours du 30 juin qui n'a fait que dénoncer. Je crois qu'il y a une faille très importante, c'est la formation idéologique et la formation politique des collaborateurs. Les gens rejoignent Lumumba dans la lutte pratiquement pour le chop-chop. Les gens rejoignent Laurent Désiré Kabila, il disait lui-même, un conglomérat. On n'a pas les mêmes convictions. On n'a pas été formé à l'endurance comme le maître. Prenez des cas en Égypte même. Morsi est en prison. Il y a interdiction de manifester. Jusque hier, en son absence, les gens continuent à dire non. Ce n'est pas le cas ici. Pas le cas ici. En Afrique du Sud, Mandela est interdit de mouvement. Il est en prison. Pendant plus de 20 ans, les gens continuent à manifester, c'est-à-dire ils ont intériorisé le même type d'idées et ils continuent la lutte malgré la disparition du fondateur. Ça, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Ce que Milal a dit là, on gère notre ventre. Oui. Quand Lumumba dit, le peuple qui nous a élus hier a maintenant besoin d'autre chose que des bulletins de vote. Il veut le pain, il veut le travail.
Et nous allons démontrer ce dont le Congolais est capable lorsque il travaille comme un homme libre. C'est tout à fait le contraste aujourd'hui. Tout nous est importé. Et nous-mêmes, on applaudit. On a du riz à Lodia, Bumba, ailleurs. Mais on applaudit et on fait même des reproches si les Américains ne nous envoient pas du riz. Si les Thaïlandais ne nous envoient pas du riz, etc. Hein? Vous voyez le film qui passe maintenant sur France 24, la guerre des chiffonniers. Hein? Comment on ramasse les habits usagés. Hier, c'était une grande commande pour Congo-Brazzaville de plus de 150 000 tonnes. Des tombolabouaka. La friperie. Oui. Donc, aujourd'hui, le poulet, c'est les déchets. Les vaches, c'est les déchets. Les dindons, c'est les croupions des dindons. Les véhicules, c'est les déchets. Les habits, c'est les déchets. C'est une autre culture qui va à l'antipode de ce qui était prêché et par Lumumba et par Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est donc, si vous voulez réussir dans une révolution, dans un changement de direction, il faut former politiquement et idéologiquement à fond les différents collaborateurs et aussi le peuple. Vous avez vu sous Lumumba aussi, on le voit en train de danser. Hein? La danse traditionnelle avec les Lunzenze pour relancer la culture africaine. Vous avez Kabila, Laurent Désiré, la manière dont il a réorienté la musique ici. Oui. Musique de combat. Oui. Tous les musiciens ensemble, chantant la guerre, comment gagner la guerre. Et on sait l'importance de la musique quand on est au front, même dans les villages. Oui. Mais après la mort de Laurent Désiré Kabila, nous sommes revenus à la musique de l'amour. Chante la femme, on chante l'homme, etc., etc. Même en temps de guerre, ça devient des amusements. Oui. Ça devient la prostitution. Tout est relâché, tout est banalisé. Alors, si les gens n'ont pas la même idéologie que vous, s'ils ne se battent pas, ils n'ont pas appris à se battre, allez en Chine. Oui. Mao, ça fait des années qu'il est mort. Mais les successeurs de Mao sont dans sa ligne et continuent le combat en améliorant d'année en année. Chez nous, ça s'arrête pratiquement avec le fondateur. Très bien. Alors, prof Milala, à votre avis, est-ce que quand on regarde le Congolais, comme vient de décrire le professeur, et c'est vrai, quand vous prenez les Chinois en leur, par exemple, les chants du dragon, les chants de la sémence, on a vu Mzee Laurent Désiré Kabila venir avec cette idée où on chantait la patrie, on chantait la grandeur du Congo, et quelques mois après, la ville de Kinshasa s'était transformée, où même la mentalité commençait à changer. Et après, c'est le relâchement. Qu'est-ce qui explique cela? Mais ce sont des principes. Mzee, c'est la praxis. Il n'y a pas de théorie sans pratique, il n'y a pas de pratique sans théorie. C'est cela. Vous n'allez pas prendre des théories démocratiques, de grosses théories, avec une pratique tout à fait inversée d'ailleurs. Et un des principes de Marx était simple, c'est que quand vous changez les techniques de production, il faut changer de technique, l'idéologie change. Et l'idéologie, c'est quoi? C'est le droit, c'est la théologie, c'est ça. Mais lorsque vous changez les techniques de production en Europe, nous sommes maintenant dans un athéisme de masse en Europe. C'est cela. La religion sonne, la théologie sonne, etc. Bref, j'aimerais dire, ce sont des principes. Je vous donne un exemple. La Société Générale, qui était ici, qui gérait le portefeuille ici. Cette Société Générale a financé aussi la mort de Lumumba.
Mais aujourd'hui, quand nous demandons qu'est-ce qu'est devenu notre portefeuille, parce que la force de l'économie, c'est le portefeuille. On a tué les portefeuilles, on dit qu'on va en faire des sociétés commerciales. Moi, je n'y comprends rien du tout. Rien. Rien, rien. C'est les richesses d'un pays viennent du portefeuille, c'est-à-dire des entreprises publiques. C'est de là que ça vient. Et la Société Générale gérée, SNCC, Otraco, la construction, tout est dedans. Et c'est une multinationale. Qu'est-ce qui nous font la guerre ici? Ce sont des multinationales. On ne peut pas faire la guerre aux multinationales sans multinationales. C'est cela. Elle fait une multinationale française. Total est une multinationale française. Mais comment vous allez lutter contre les multinationales si vous n'en avez pas? Nous devons faire de notre portefeuille ici une seule unité. Quand vous l'avez une, supposez que nous pouvions prendre la GK, la moribonde GK telle qu'elle est là, l'AMIBA, RVA, etc. Vous mettez ça ensemble. Vous restructurez un seul conseil d'administration, un seul comité de gestion. Qu'est-ce que ça va devenir? Responsable au moins cette fois-là. Des grands responsables. Oui. Mais il faut prendre la bourgeoisie nationale qui a géré les affaires. Prendre la famille Ndombassi, la mettre là. Parce qu'eux ont l'expérience. Ce pas des gens qui sont tombés comme ça. Surtout des politiques aussi. Hein. Non, non, mais les acquéreurs ont tué avec Mobutu. Les acquéreurs parce que c'est des gens qui n'avaient pas... Ce sont des principes. Un autre principe, c'est que la technologie et la science est la première force de production. C'est ça la Chine. La Chine fait le marxisme. Même si la propagande occidentale nous dit non, la première force de production, c'est la science et la technologie. Regardez nos universités. Regardez, je vous donne des chiffres. Avec Gillon en 1980, quand il est revenu, l'université avait un budget annuel de 24 millions de dollars, je dis mois, 24 millions de dollars le mois. Et maintenant, l'université a 12 millions de dollars l'an. Vous voyez la différence? 12 millions de dollars l'an contre 24 millions de dollars le mois. Qu'est-ce qu'est devenu l'université? Mais l'ombre d'elle-même. C'est ça. Or, justement, prenez... Mais la Belgique a développé ce pays avec les centres de recherche. L'université est venue après en 1954. Les centres de recherche, c'était quoi? D'abord, la géographie. La conférence géographique de Bruxelles. Ça balisait le tout. Quand vous maîtrisez la géographie, mais regardez maintenant l'Institut géographique du Congo. L'ombre de lui-même. Et après, c'était le CMG, c'est le Centre géologique et minier. Centre de recherche. Où on avait des docteurs. On n'avait pas besoin d'être docteur pour aller à l'université. Non. Mais on n'en fait même pas un ministère autonome, la recherche scientifique. C'est un ministère périphérique, c'est un département périphérique lié au ministère de l'enseignement supérieur. Regardez, et Gillon par exemple, ils vont acheter les réacteurs nucléaires en même temps que l'Afrique du Sud. Même quasiment, même année. Mais où est l'Afrique du Sud dans la recherche nucléaire aujourd'hui? Avec le commissariat à l'énergie atomique. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes dans tout ça. La première fois, ce sont des principes. Les Congolais n'ont ni repères, ni principes. Rien du tout. Et c'est des gens souvent mal formés, qui n'ont pas la bonne formation universitaire. Quand nous allons à l'étranger, j'étais par exemple à Bruxelles par exemple, mais vous êtes étonnés, vous voyez que l'État existe, c'est palpable. Quand vous êtes vous voulez prendre un métro, mais on parle. On dit les gens qui vont je ne sais pas où, les trains arrivent dans 2 minutes. Et dans 2 minutes, le train est là. Vous entrez, vous partez et vous arrivez à l'heure. Vous voyez les trains, le métro, les bus, le voiture, tout est vous voyez que c'est la science qui est là. La science est là. Mais nous, la science, qu'est-ce que c'est devenu la science? On la combat même. On combat la science. Nos universités sont devenues, je dois le dire, presque des refuges, des tricheurs. Des tricheurs. Mais vous trichez, vous allez produire quoi? Or, la richesse nationale viendra de compétences que nous allons développer en tant que ressources humaines. Mais quelle est la priorité dans nos budgets? N'importe quoi. N'importe quoi. Sans repère, sans espoir. Voilà, c'est malheureux. Professeur Kalele, aujourd'hui, 13 ans après la mort de Laurent Désiré Kabila, dans des conditions difficiles, mais également 53 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, que reste-t-il de leur combat? Non, peut-être dans le cœur, dans les esprits de certains individus,
pas du tout au niveau des politiques nationales. Au niveau des politiques nationales, le constat est que c'est vraiment la négation de leurs idées. C'est l'antipode de leurs idées. Prenez, par exemple, rien que l'indépendance économique. Musée vient, et la littérature, elle est connue. Il est dit, on casse avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est des dettes qui n'ont rien produit. Il fait même arrêter son ministre des Finances et de l'Économie. Il l'envoie en prison. Feu Talangay. Il fait arrêter les uns après les autres ses ministres détourneurs des fonds. Après la mort de Musée, la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont revenus en force. Ils ont même des représentants résidant ici sur place. Ils dictent la loi. J'étais, oui encore, le directeur de cabinet chez Zaïdi pendant la transition. On a eu à discuter l'augmentation des salaires des professeurs sous Émile Ngoï comme ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Le représentant résident de la Banque mondiale, le Hollandais qui avait le chignon ici, là-bas, les cheveux, il nous dit en pleine séance, vous réclamez trop. Le professeur ordinaire avait à l'époque l'équivalent de $50. Il dit, pour nous, c'est trop. Ce qu'on paye aux professeurs là, c'est un luxe. C'est la table qui nous a séparés parce qu'il s'est mis debout. Je me suis mis debout pour qu'on se boxe. Et régulièrement, c'est ici à côté de chez vous, même ligne. Trimestriellement, on va voter le budget. Vous verrez que chaque trimestre, il y aura un inspecteur de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, pour inspecter, vérifier l'emploi de l'argent, l'usage, le respect du canevas du budget. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de détournements, prof. Oui, mais je dis l'indépendance. On ne va pas vous surveiller en Europe là-bas. Maintenant, l'Espagne et tout ça. La famille royale a des problèmes à cause des détournements, à cause du blanchissement. Ils volent aussi. Hein? Madoff aux États-Unis, ce n'est pas un Congolais. Vous avez vu la Banque mondiale aller contrôler toutes ces histoires-là? Non. Nous avons perdu, et nous le voulons, le contrôle sur l'appareil économique du pays. Donc, antipode, tout à fait. Quand Lumumba dit la Belgique, c'est désormais un pays ami avec lequel nous allons traiter d'égal à égal. Tout ça s'est tombé dans l'eau. La Belgique continue à se comporter ici comme une ancienne métropole. Elle dicte la loi, elle intervient dans les affaires intérieures du pays. Et vous voyez les politiciens, pour se donner quelques valeurs, que je suis un grand politicien, on se vante d'avoir été reçu par tel ambassadeur ou tel ambassadeur. Mais tout ça, par rapport aux autres, aux grands, c'est allé dans l'eau. On a vu Kabila Musée interdire même à ses ministres de fréquenter les ambassades. Vous allez là-bas recevoir les ordres pour venir appliquer ici. Si je vous vois encore, je vous congédie. Or, un ambassadeur à travers le monde, c'est un agent, c'est un fonctionnaire. Il y a des pays où tu termines ton mandat, tu n'as jamais vu le président. Tshisekedi ici a été
au Maroc, ambassadeur, il n'a jamais vu le roi, ni le Premier ministre. Quand tu as des problèmes à traiter, tu traites avec le fonctionnaire chargé de ta région. Ici, l'ambassadeur peut arriver à 8 heures, il est reçu par le chef de l'État à 8h15. Et il se prononce sur les affaires du pays. C'est que la MONUSCO fait là. Le gouvernement ici peut passer 3-4 mois sans conseil de ministre. La MONUSCO, c'est chaque mercredi, chaque semaine, elle nous donne la situation sécuritaire du pays sur l'ensemble du territoire et dans les différents domaines. Et aujourd'hui, c'est Kobler, au nord, qui décide de on va attaquer ou on ne va pas attaquer, etc. Où est allé le gouvernement? Donc, c'est tout à fait la négation de la lutte de ces deux leaders, comme il y a eu la négation de la victoire de Mamadou Ndala sur le M23. Il est défait militairement et on le réhabilite politiquement. C'est très difficile. Alors, professeur Mila, si vous n'avez pas, vous allez réagir. Au-delà du rituel, hein, le rite qu'on a toujours vu, chaque 16 février, on passe là-bas au mausolée déposer les gerbes de fleurs, les gens viennent pleurer. Dès que c'est passé, c'est fini, on attend encore l'autre 16 février. Et le 17, c'est la même chose, le même cérémonial tout le temps. Au-delà de ça, qu'est-ce qui reste encore de la pensée et de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba? Peu de choses, franchement peu de choses. D'abord, les lumumbismes ont fait de la pensée de Lumumba, surtout de son action, un fonds de commerce. Je crois que le grand héritier aujourd'hui, c'est le Palou. Quand on évalue l'action de Palou, ils se sont embourbés, de mon point de vue. Ce n'est pas une boussole, ce n'est pas un exemple, il n'y a rien. Je crois que, mais l'héritage est très grand. Il est très grand parce qu'il y a encore des gens qui sont instruits de cette pensée, parce que, regarde, n'oubliez pas, le capitalisme est en crise. Le capitalisme est en crise, l'Europe est en crise, l'Occident en général. Et on voit toute la montée, par exemple, de la Chine. La Chine, ce sont des idées, je le répète, ça surtout pour Mouzé. Mouzé, c'était un marxiste. Il fallait l'écouter, très cohérent. Vous pouvez être marxiste ou pas, mais ici, je restitue les idées. Je crois que ce qui reste, c'est qu'il a pensé derrière le grand homme, comme Mao. Mao qui a sorti son pays de la colonisation. C'était un pays semi-colonisé, longtemps colonisé, par les Japon et les autres. Mais en 50 ans, de 49, vous comptez 50 ans, il passe d'une société pré-industrielle à une société post-industrielle. C'est-à-dire au-delà même de la révolution industrielle. Concurrence maintenant les grandes puissances. En 50 ans. Mais nous, en 50 ans, qu'est-ce que nous sommes devenus 50 ans après. D'abord, nous ne croyons même pas à notre tradition, à notre culture. Pour Mao, la première chose, c'est la révolution culturelle. Revenir à nous-mêmes. Et quand vous regardez l'Inde, moi je suis philosophe, vous prenez par exemple l'hindouisme. L'hindouisme sont nos traditions. Ce sont des traditions africaines. Et un des grands enjeux pour les Occidentaux, c'était de nous couper de l'Asie. Vous allez voir que toute la culture asiatique, jusqu'au Japon, vous venez jusqu'en Afrique, c'est la même. C'est la même culture. La première chose, c'est revenir à nous-mêmes. On ne peut pas tout emprunter. La science qu'on nous donne occidentale, pour la plupart des cas, véhicule les intérêts occidentaux. Surtout des théories économiques. Adam Smith, etc. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne colle pas à la réalité africaine. Nous devons penser notre propre science ou nos propres réalités. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bref, j'aimerais donc dire que l'héritage, ce qui reste, c'est qu'après les bandits, on est dans une époque depuis Mobutu, je crois, du banditisme de grands chemins politiques. Mais je crois qu'avec la crise du capitalisme, on sera obligé de resserrer le taux pour que les gens qui pensent encore avec des repères et des principes puissent penser le développement de notre pays. Des gens qui ont intériorisé la pensée de Mouzé. J'insiste sur Mouzé, un homme hyper cohérent, très cohérent. Je vous donne un exemple simple.
Parce que la première chose, c'est la lutte. Il faut organiser la lutte. Et la lutte, c'est pas seulement les armes, sont les institutions militaires. Pourquoi est-ce qu'on ne proclame pas, dans une situation de faiblesse comme ça, le service militaire obligatoire pour les jeunes à l'université? 2 ans, vous faites les services militaires obligatoires. Parce que l'impératif, un des grands problèmes que nous avons, c'est le manque de civisme. Les gens sont, quand vous avez un poste, ça devient un patrimoine personnel, c'est un État patrimonialiste. La première chose, c'est le civisme qui nous manque. On vole tout. Ma tante est venue avec l'austérité, un programme pour lutter contre la corruption. Ah, il a un peu lutté, hein, franchement. Je ne suis pas contre pour lui, sur 100%. Mais le fait qu'on puisse déloger les agents payeurs, mais ces gens-là bouffaient tout l'argent quasiment. Et maintenant, on va à la banque, les choses deviennent plus ou moins transparentes. On a fait des économies, franchement, des économies. Et quelqu'un m'a dit au ministre des Finances, au ministère des Finances, il dit, nous ici, du planton jusqu'au ministre, tout le monde a les occasions d'avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un qui m'a dit ça. Donc vous voyez, ce civisme manque, et Mouzès est mort. Je ne vivais pas pauvre. Où est-ce qu'on a vu la maison de Mouzès? C'est ça le civisme. Où est-ce qu'on a vu la maison de Mouzès? Quelqu'un, un grand politicien, m'a dit, moi j'ai travaillé avec lui, Mouzès, il gérait mal, me disait-il, il prenait tout l'argent de la fonction publique et de la banque, il mettait chez lui, là-bas, au palais de la nation. Moi, je ne sais pas, c'est lui qui me disait, mais simplement, pour le patrimoine, il n'avait rien, il est mort sans rien. C'est ça le civisme. Très bien. Alors, on va terminer cette émission, professeur Kalele. Les perspectives d'avenir. Au-delà de ces rituels, comme je venais de dire, vous voyez, demain, les gens seront invités à aller là-bas à la cathédrale du cinquantenaire pour assister à un culte œcuménique en mémoire des musées. On va aller au mausolée, déposer des gerbes de fleurs, on va aller visiter les mémorials. Et ce sera presque le même rite le vendredi avec Laurent Désiré, avec Patrice Lumumba. Aujourd'hui, pour la génération actuelle, pour les enfants qui viendront après, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le combat pour lequel ces hommes ont donné de leur sang puisse continuer? Bon, je donne comme premier élément de réponse la continuation de l'idée que Milala vient de lancer. Nous devons revenir à nous-mêmes. Même l'Europe, après l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge. Avec les dérives du Moyen-Âge, on a parlé de la Renaissance, le retour à l'Antiquité. Aujourd'hui, on parle de la Renaissance africaine. Oui. Nous devons revenir à nous-mêmes. Là, la fameuse lettre de Lumumba à Pauline, il dit quelque part, l'Afrique écrira son histoire, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Washington, Bruxelles, Paris et Londres, mais l'histoire qu'on enseignera dans tous les pays au sud du Sahara. Elle sera l'histoire de gloire et de dignité. Une des premières choses, dans nos écoles, on devait enseigner les idées de ces grandes personnalités. De manière comparative avec les autres grands leaders libérateurs à travers le monde. Oui. Pour l'application. Je suis à l'université, à la faculté des sciences sociales, patati patata. Je n'en vois pas enseigner de manière systématique les idées d'un Lumumba, les idées d'un Laurent Désiré Kabila, avec comme invitation à leur matérialisation. Non. Il y a la venue et il y a l'Institut Lumumba en face de l'échangeur à Limité là-bas. C'est tout simplement le nom. Les idées n'y sont pas enseignées. À une époque comme celle-ci,
les partis politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, les organisations sociales, quelles qu'elles soient, les écoles, les églises pour la libération, ces idées-là devraient être mises en avant-plan parce qu'il y va de notre survie. Nous sommes dans un monde de combat, et comme disait Marx, qui l'a cité plusieurs fois, tout ça, l'histoire, c'est une lutte impitoyable où le fort élimine le faible. Si nous continuons ici à nous spécialiser en faiblesse, en attente d'un salut de la part de nos bourreaux, mais on va nous éliminer l'un après l'autre. Or, les idées de Lumumba, les idées de Mzee, c'est résister, conquérir sa liberté, son indépendance. Ça doit s'enseigner dès le jeune âge. Oui. Si nous réussissons à mettre ces idées-là dans les têtes de nos enfants, dans les cœurs de nos enfants, nous pouvons espérer demain tenir. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir, Mzee lutte pour l'indépendance du Congo, refuse le néocolonialisme. Lumumba, exactement la même chose. On lui oppose Tshombe et puis on oppose Mobutu. Les leaders, les politiques congolais entrent en concertation et veulent nous présenter comme modèle Tshombe et Mobutu. Les antivaleurs, là, on va nous les présenter comme modèle. Tshombe, le sécessionniste, le collabo des Blancs, Mobutu, le dictateur, l'autre collabo de Blancs, dit il faut les réhabiliter. C'est vraiment le monde à l'envers. Tout à fait à l'envers. Avec une société comme ça, on ne va nulle part. Il faut que l'Afrique soit indépendante. Oui. Mais on voit les pays africains envoyer des militaires pour soutenir le colonialisme français en Centrafrique. Le Congo y compris. Mais nous allons où finalement? Voilà, professeur Milala, en quelques minutes, les perspectives d'avenir par rapport à la pensée, à l'action de ces hommes et surtout à ce qu'ils ont laissé comme héritage à la population congolaise. Je crois qu'il faut changer de programme. Je crois qu'on nous a plusieurs fois demandé de travailler sur un nouveau programme parce que ce sera de façon, c'est dans l'enseignement formel qu'on peut, comme le prof Kadele l'a dit, qu'on peut introduire de nouveaux programmes. Je crois qu'il faut un nouveau programme, mais j'ai toujours insisté aussi, le fait que Mobutu ait supprimé la religion dans l'enseignement, je crois que c'est aussi un très grand problème. Qu'on ait enlevé la faculté de théologie à l'université de Kinshasa, je crois que c'est aussi un problème, de mon point de vue, ça peut être discuté. Je crois qu'on peut le faire dans le programme. Changer le programme, proposer un programme national, de la maternelle jusqu'aux universités. C'est ça qui peut booster les choses. Si nous avons toujours des programmes où nous étudions la géographie de la France, la géographie, l'histoire de la Belgique, etc., que nous connaissons mieux que notre propre culture. Oui. Hein? Le mariage chez nous, ça se fait comment? À Kinshasa, si vous demandez aux gens, les mariages dans nos traditions, millénaristes, plus de 450 ethnies, cultures, traditions mélangées, riches, extraordinaires, de folklore, de chansons. Il suffit qu'un musicien touche un tout petit peu de notre tradition pour qu'il monte. C'est comme ça. Je crois que c'est le programme. Il faut qu'on travaille de façon déterminée pour la réforme des programmes, pour qu'on puisse voir. Sinon, j'ai même proposé qu'on ait une faculté de la guerre. Pas seulement de trucs spécialisés comme l'académie militaire, qui sont des grandes écoles qui dépendent du ministère de la Défense. Non, de façon formelle, qu'à l'université là-bas, qu'on puisse avoir une faculté de la guerre. C'est très important.
la faculté de l'art de la guerre. Les gens étudient du premier graduat jusqu'à la fin. Qu'on change de programme, je crois que c'est volontariste, mais on peut en discuter. Voilà mon point. Merci, professeur Kalele. Merci, prof Milala, pour toutes ces analyses. Vous avez compris, nous avons parlé de M. Laurent Désiré Kabila 13 ans après et Patrice Emery Lumumba 53 ans après l'heure de l'assassinat. Vous le savez très bien, il conseille que la pensée politique surtout de ces deux personnages soit enseignée. Si les Chinois chantent l'honneur de leur pays, chantent la gloire de la Chine, c'est que la Chine va devenir. Mais pourquoi les Congolais ne le feraient pas pour que nos enfants qui naissent, nos enfants qui sont encore à l'école maternelle connaissent l'histoire de leur pays et pourquoi pas rêvent grand pour défendre ce pays un jour. C'est la fin de ce numéro spécial 17 juin et 16 juin 2014. Nous allons vous retrouver dans le cadre de notre plateau spécial. Ce sera pour les événements qui viendront. Mais pendant ce temps, restez avec nous sur Télé7, sur Radio 7, mais également sur www.lepotentielonline.com. C'est avec un plaisir qu'on va vous retrouver prochainement. Merci, au revoir. Au revoir, professeur.